suis Nicolas Napoli, du management de l'équipe développement de Datasoft. Et on a 45 minutes pour parler un petit peu de sémantique. Je vais commencer par un rapide sondage. Est-ce que ça parle à tout le monde, les données sémantiques, ou pas du tout? À qui ça parle? Une bonne majorité. Qui a déjà sémantisé un jeu de données? Un peu moins déjà. Qui a déjà écrit une requête Sparkle? Ok. On a une bonne power law d'usage. Du coup, je vais commencer par parler un petit peu donc rappeler quelques concepts autour des données sémantiques et du link data. Expliquer en gros ce qui nous va pas dans l'approche qu'il y a eu dans le monde des données liées depuis l'origine et ce qui nous semble un frein aujourd'hui à son utilisation. Et du coup enchaîner avec quelle est la solution qu'on essaie de proposer. C'est un travail qu'on a commencé il y a quelques années maintenant chez OpenDataSoft autour des données sémantiques. Ça implique plein de choses. On creuse des nouvelles solutions, mais voilà. L'idée c'est de vous présenter un petit peu tout ce qu'on imagine autour de ça et tout ce qu'on est en train de développer. Et parler évidemment de comment tout ça s'intègre dans OpenDataSoft et dans une vision globale de partage de données. Et à la fin, il y aura évidemment un petit peu de place pour quelques questions-réponses. On commence avec quelques concepts. Donc là, vous avez un exemple de données dans la plateforme. C'est des listings Airbnb. Donc ce sont des données structurées. On a cette vision tabulaire classique de données avec des noms de colonnes et des informations intérieures. Quand on parle de données liées, c'est le processus qui va consister à dire que qui va consister à créer un graphe de données avec des concepts qui se relient entre eux. Donc ici par exemple, la chambre 1 disponible sur Airbnb, elle va avoir ce qu'on appelle un prédicat, un attribut qui va être son prix, le prix de la nuit dans cette chambre, dans ce cas-là 90, et l'endroit où elle est localisée, donc Londres. Donc c'est des concepts assez simples. Ce qui va être intéressant derrière, ça va être que tous ces concepts-là, ces attributs-là, ils vont être normalisés et tout le monde va utiliser en gros les mêmes. Je mets les gros guillemets parce que en fait dans la réalité c'est pas le cas. C'est un des problèmes de la sémantique. On en parlera après. Donc ce qu'on va avoir derrière ces concepts-là, c'est ce qu'on appelle des ontologies et des vocabulaires qui vont permettre de décrire le monde tel qu'il est. C'est tout ce qu'on peut imaginer comme données, comme information, comment on la caractérise, qu'est-ce que ça décrit et comment ça se relie, comment les concepts se relient entre eux. Le vrai cœur du sujet, c'est comment c'est que tout le monde va utiliser à peu près les mêmes concepts et que du coup ça va permettre d'avoir des données qui se connectent au reste des données disponibles sur Internet. Et notamment, donc là j'ai mis un des exemples, c'est DBpedia, donc qui est la version data de Wikipédia. C'est des gens qui se sont amusés à parser tout Wikipédia et transformer tout ça en graphe de données, en graphe de connaissances derrière. Donc ça c'est la représentation la plus actuelle aujourd'hui de ce que c'est le link data. Donc c'est un projet qui existe. Donc par couleur, c'est un peu le type de données. Je crois que le gros truc rouge à droite, c'est toutes les données génétiques et d'études de gènes. Si on fait un gros zoom, donc là on voit DBpedia à cet endroit-là qui est relié à plein d'autres bases de données. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment tous les concepts se relient, utilisent les mêmes façons de décrire les données, et tout le monde utilise une même normalisation, une même façon de décrire le monde à travers les données. Donc, comme vous en doutez, ça a énormément d'aspects positifs. On en note 3 en particulier. Le premier avantage certain, c'est l'interopérabilité. Si tout le monde utilise la même façon de décrire ces données, forcément, je vais pouvoir récupérer des données qui viennent d'ailleurs, enrichir mes propres données, etc. Tout devient beaucoup plus simple. La partie découvrabilité, ça
ça permet d'avoir des outils, des scripts qui découvrent automatiquement ce qu'il va y avoir dans les données. En analysant les différents concepts répertoriés dans les données, on va pouvoir savoir de quoi les données parlent, à quel point la couverture est large, et tout ça sans avoir à comprendre, à lire une documentation de 150 pages en format Word et dans une langue qu'on ne comprend pas trop. Voilà, les données se décrivent elles-mêmes, donc c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qu'on va pouvoir y trouver. Et enfin, la réusabilité des données en permettant à tout le monde de pouvoir comprendre ce qu'il y a dans les données, comment je peux lier ces données aux autres. C'est-à-dire que si je travaille sur les données qui concernent Londres et que j'ai envie de récupérer les données Airbnb, je sais que je vais pouvoir faire le lien via cette ontologie-là. Donc ça a plein d'aspects extrêmement positifs. Ça a plein de promesses. C'est utilisé à très grande échelle par les Wikipédia. Google est peut-être le principal utilisateur des données liées dans le monde. Mais vous vous doutez bien que si tout le monde n'en profite pas, c'est qu'il y a un sujet derrière. Pourquoi c'est compliqué d'utiliser les données liées? Pourquoi ça n'a pas pris alors qu'il y a tous ces avantages-là? C'est parce que, en tout cas, l'hypothèse que nous on fait, c'est qu'on est face à un monde d'experts. Déjà, il faut transformer ces données en graphes. Comment on fait pour transformer ces données en graphes? Il y a plusieurs sujets. Il faut d'abord connaître ses propres données. C'est en vrai, en soi, un sujet. Qu'est-ce qu'il y a dans chacune des colonnes? Comment je décris ce qu'il y a? Est-ce que je suis sûr de la façon dont ces données ont été récupérées? Est-ce que je connais la méthode et les biais qu'il peut y avoir derrière? Est-ce que je suis capable de documenter ce qu'il y a dans les données? Donc déjà, ça, c'est un enjeu pour le coup, pour le vivre au quotidien. Dans le monde du partage de données, comprendre ce qu'il y a dans ses propres données, c'est souvent un challenge organisationnel. Ensuite, les outils pour créer les graphes de données, les outils pour relier les données entre elles, dire cette chambre elle a tel prix et ce prix-là c'est 90. C'est des outils, il ne faut jamais se moquer des autres outils disponibles, hein, mais c'est des outils d'experts. Il y a besoin d'une compréhension, c'est des outils qui sont extrêmement puissants, mais qui demandent un apprentissage énorme. C'est un métier en soi aujourd'hui de sémantiser des données et de les transformer en données liées. C'était le métier que moi je faisais avant d'arriver chez Open Data Soft il y a 4-5 ans. Et c'est un métier à plein temps de compréhension des données, d'utilisation des outils, ça change tous les jours. En plus des outils, on rajoute par-dessus, il faut connaître les ontologies. Ce que je disais au début, c'est qu'il y a une façon de décrire les concepts et la façon dont les données se relient entre elles. En vrai, j'ai menti. Il y en a souvent des dizaines et des dizaines. Donc là, typiquement, sur les ontologies qui permettent de décrire des routes, on va retrouver à peu près 300 résultats. Donc ça, c'est un site qui référence tous les vocabulaires et toutes les ontologies disponibles. On a des résultats. On a vraiment cette tendance dans le monde des données liées à ce que chacun recrée et redéveloppe sa propre ontologie, son propre vocabulaire, avec cette idée que mes données sont uniques, je suis le seul à travailler sur les routes dans le monde, et du coup je vais recréer ma propre ontologie. C'est souvent encore plus simple plutôt de comprendre le travail des autres, de refaire le travail soi-même. C'est un côté zone de confort assez sympa. C'est un sujet en soi, ça veut dire que si on a envie de décrire ses propres données et de les transformer en graphes, d'appliquer des ontologies à chacune de ces données, ça implique de faire le travail donc de compréhension de ses propres données, de découverte d'outils complexes, plus de dire en fait lesquels j'utilise. Parmi ces différentes ontologies, laquelle je vais utiliser pour décrire la route dans ma région. Tout ça pose des problématiques qui sont finalement assez considérables, qui demandent du temps et des ressources pour se les approprier. Et c'est ce qui, à notre avis, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un monde qui reste relativement limité malgré tous ces avantages. C'est un monde où on va avoir quelques grosses entreprises qui ont le temps de faire ça full-time, à fond, en plus dans des problématiques extrêmement contraintes de compréhension, compréhension du monde et d'une problématique particulière, où on va avoir ça beaucoup dans le monde de la recherche, parce que dans le monde de la recherche, pour le coup, on a des gens smart qui ont du temps à passer dessus, donc finalement,
découvrir leur ontologie, rédiger leur propre ontologie et ou découvrir des outils supplémentaires, il n'y a pas trop de stress. Mais dans le monde, finalement, dans le monde de l'open data, de l'entreprise, de la collectivité, etc., c'est quelque chose qui s'est peu dispersé et ça pose un souci. Donc, comment évidemment, ce qu'on s'est dit, le cœur du sujet d'Open Data Soft, c'est le partage de données, c'est permettre à des gens dont le travail sur les données n'est pas forcément le travail à temps plein, c'est des gens qui ont une problématique métier et qui ont un sujet donné qui va avec, de pouvoir s'accaparer cette technologie des données sémantiques et de profiter de tous les avantages qui vont avec. C'est vraiment comment on démocratise l'accès à une technologie particulière. Donc on a fait trois grandes hypothèses. On s'est dit déjà qu'il fallait que la solution qu'on propose soit totalement naïve, qu'on puisse arriver dessus sans avoir... Les gens n'ont pas besoin de comprendre et de connaître les concepts derrière la sémantique et les données liées pour utiliser cette solution. Il faut qu'on puisse arriver et se dire, j'y connais rien, je connais pas les ontologies, je sais même pas ce que c'est les données liées, mais je m'en fiche, je vais pouvoir sémantiser mes données l'air de rien et en profiter derrière. C'est un peu ça ce qu'on s'est dit et ce qu'on essaye de faire. Il faut que ça soit rapide. Déjà, les gens ont relativement peu de temps pour partager leurs données et on préfère que les gens passent du temps à développer leur écosystème, développer leur communauté avec leurs utilisateurs, etc. Passer du temps sur la sémantisation elle-même des données, c'est pas possible. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que on ne pouvait pas viser pour ce côté 100% de sémantisation. Ce qu'on fait, l'hypothèse qu'ont fait les autres outils que je vous ai montré avant, qui implique le fait qu'ils soient extrêmement complexes. On s'est dit qu'on va prendre plutôt le problème à l'inverse, on va permettre de sémantiser les 80% les plus faciles à des gens qui ne connaissent rien, pas forcément grand-chose à la sémantique, et que du coup ça on allait pouvoir le faire en quelques minutes, et que du coup ça changeait tout. Ça permet aux gens, tout simplement, je sémantise mes données, ça va me prendre quelques minutes. Si je veux finir, aller jusqu'au bout de la démarche, c'est un choix personnel et un investissement que je décide de faire. Mais au moins, le premier step, je l'ai, ça me permet de faire les premiers liens. Et enfin, on s'est dit qu'on allait plutôt travailler sur le design que sur ce qu'il y avait de concret, de puissant derrière les données. On n'est pas là pour former les gens à la sémantique, on est là pour leur proposer une solution qui, de facto, leur permette de sémantiser leurs données, de lier leurs données presque même sans le savoir. Donc ça prend la forme d'un semantic bot qui va faire en gros tout le travail de sémantisation. Ça a cette tête-là. Donc on récupère un jeu de données, donc pour l'instant ça marche que sur les données open data, mais très vite ça va arriver pour tous les jeux de données. Donc ça marche pour les jeux de données qui sont sur Open Data Soft, mais pareil, la technologie sous-jacente elle pourrait fonctionner sur tous les jeux, sur n'importe quel type de données. Et donc ce que va faire le bot lui-même, ça va être d'analyser le jeu de données, d'analyser les noms de champs, d'analyser les attributs des données. Est-ce qu'on est face à le type du champ, est-ce qu'on est sur un entier, un champ texte, une date, et pouvoir proposer derrière, en fonction du nom des colonnes et des informations qu'on trouve dans les métadonnées, essayer d'imaginer le lien avec les ontologies principales, donc découvrir les classes et les attributs de ce qu'il y a dans les données. Donc c'est vraiment ce travail de... un jeu de données avec des noms de colonnes qui seraient colonne 1, colonne 2, colonne 3 et des entiers dedans, clairement on ne pourra rien faire et clairement c'est pas le cas auquel on s'intéresse. On ne peut pas découvrir les données à la place des noms. Par contre, le côté j'ai un code postal, un champ route ou une chambre d'hôtel, ça on va être capable de faire le lien avec les ontologies les plus classiques et du coup les proposer directement à l'utilisateur. Donc sans lui dire qu'est-ce qu'il y a dans vos données, est-ce que vous voulez utiliser telle ontologie, etc. Mais plutôt, est-ce que le champ nom, c'est bien un nom, ou est-ce qu'on parle bien d'une personne, ou pas, ce genre de concept assez simple. Donc derrière, l'utilisateur aura juste à cocher ce qui lui paraît le plus plausible et le plus réel par rapport à ces données.
on va commencer à créer les différentes classes au fur et à mesure, et derrière, il ne restera plus qu'à proposer les différents liens existants entre les différentes colonnes, entre les différentes classes. Donc ça se fait en répondant à des questions au fur et à mesure proposées par le semantic bot. À la fin, on obtient un graphe de données. Donc là, c'est évidemment un peu complexe. On arrive très vite à des graphes assez importants. Mais c'est l'idée. Hein. Plus il y a d'informations, mieux c'est. Donc le graphe en soi, il est sympa. Mais comment on va plus loin? C'est quoi la suite? Ce qu'on propose de plus intéressant, le graphe permet de se rendre compte est-ce qu'on a fait des erreurs ou est-ce que ça semble cohérent ou pas. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que derrière, on propose ce qu'on appelle un mapping. Le mapping, ça va être un bout de texte qui va dire bah, ce champ-là, finalement, ça va représenter une personne. Cette colonne-là va représenter le nom de cette personne-là et ça va se lier de telle façon avec telle autre colonne. Pour les connaisseurs qui reconnaissent ce genre de mapping, ce que vous pouvez remarquer, c'est que automatiquement, quand on dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait plein d'ontologies pour décrire les mêmes choses à chaque fois, donc nous, on propose par défaut la plus populaire. On ne propose pas de réutiliser la vôtre directement, on propose vraiment celles qui ont déjà été faites et les plus populaires. On essaye d'éviter ce travail de duplication qu'il y a dans le monde de la data depuis quelques années. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on récupère toutes les ontologies qui parlent de la même chose. Et on dit, bah, si on a une personne, on va utiliser l'ontologie de Wikipédia, l'ontologie d'Evepedia, voilà, toutes les ontologies qui existent pour décrire ce concept-là, automatiquement sans que vous le sachiez, mais du coup ça apparaîtra dans le mapping et les gens qui feront une requête en demandant les personnes de type d'Evepedia, ils retrouveront toutes les personnes de type d'Evepedia. Donc on complète le mapping que vous faites automatiquement avec le semantic bot directement en utilisant toutes les ontologies disponibles sur ce sujet-là. Donc ça permet, c'est vraiment la description des données. Donc là, mon country, c'est une special things, une location, une place. On donne tout et on utilise donc un format qui s'appelle le YARML. On pourra faire un petit jeu si vous voulez à la fin, ou plutôt à l'apéro ce soir, de comment on se prononce ce format. En tout cas, ça permet de décrire, c'est vraiment le mapping qui permet de décrire les classes et les différentes ontologies qu'il va y avoir dans le jeu de données. Ce qui est hyper intéressant, enfin, c'est que on va pouvoir vraiment définir ses propres URL et vraiment contribuer à ce graphe de données automatiquement à travers la plateforme. Donc ce semantic bot, il est open source, il est disponible sur GitHub, il est réutilisable pour les gens que ça intéresse et nous on essaie de le faire vivre le plus possible au sein de la plateforme et de favoriser l'usage. Plus il y aura de données liées dans le monde, plus ça sera facile d'en faire quelque chose, plus ça aura de la valeur. En termes d'intégration avec ODS, donc il y a plusieurs choses dans le monde de la sémantique. Déjà, tous les jeux de données qui rentrent dans la plateforme OpenDataSoft, on permet les exports RDF. Donc ça, c'est, vous ne savez peut-être pas, je sais pas qui utilise déjà OpenDataSoft ici? Vos jeux de données sont déjà d'une certaine manière sémantisés. Et en tout cas, les exports en format sémantique existent. Le problème pour l'instant, c'est que si vous n'avez pas encore rajouté de mapping, c'est qu'on fait un mapping naïf avec juste basé sur le nom des colonnes, donc c'est pas vraiment, ça n'utilise pas du tout les ontologies, c'est juste techniquement les données sont sémantisées et vous pouvez les exporter comme telles. Donc ce qu'on permet ensuite, une fois qu'on a rajouté ce mapping dans les métadonnées, on permet de faire on a un query engine qui permet de faire des requêtes SparkQL. Donc SparkQL, c'est vraiment un langage de requête qui a été inventé pour interroger ces graphes de données. Donc on permet d'ores et déjà de faire dans la plateforme OpenDataSoft ce genre de requête. Si vous avez un mapping, vous allez pouvoir utiliser les ontologies définies dans le mapping par rapport à vos champs et faire vos requêtes sur OpenDataSoft comme si vous utilisiez n'importe quel autre langage. Le vrai cas d'usage qu'il peut y avoir derrière, donc je vous donne un petit exemple. Donc j'ai pris deux jeux de données. Donc on imagine deux villes
deux villes d'une même région qui publient des jeux de données sur les arbres. Évidemment, ces deux villes qui sont, ils se tirent la bourre depuis des années, en tout cas les deux départements IT se tirent la bourre depuis des années. Je ne sais pas si ça existe beaucoup dans la réalité, mais les gens racontent que il peut y avoir des cas. Du coup, personne n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur la façon de nommer les données, d'utiliser. Donc là, on a deux jeux de données qui vont juste référencer des arbres. Le premier va utiliser pour un champ tree type pour l'espèce concernée. Le deuxième va utiliser species. Tout le monde se fait la guerre, ça fait des années que ça dure, etc. Nous, l'idée, c'est pas de proposer, c'est pas de forcer les gens à se mettre d'accord. Je pense que c'est pas notre rôle en tout cas. Mais par contre, ce qu'on propose avec ça, c'est que chacun va pouvoir utiliser son propre mapping. Donc c'est là où vous reconnaissez l'écran de publication de gestion des métadonnées d'OpenDataSoft. Dans les métadonnées, donc on a un petit onglet sémantique metadata qui permet de coller ce mapping qui a été généré par le semantic bot. S'il vient d'ailleurs et que vous n'avez pas besoin du semantic bot pour faire votre propre mapping, vous pouvez le rajouter là sans aucun problème. Ça permet du coup de sémantiser les données et de dire que le champ species, ça va être une plante, un arbre, etc. Pareil de l'autre côté. Donc là, ça va être les deux mappings qui vont concerner les deux champs différents. Donc on va avoir exactement le même mapping, juste le nom du champ en haut, field tree type et field species qui va différer. Donc les gens, en gros, se mettent d'accord de je garde mon nom de colonne, mais en gros je dis bah, c'est l'espèce d'arbre qu'il va y avoir dans cette colonne-là. Et ça permet derrière à n'importe qui de faire une requête en disant je cherche tous les arbres parmi ces deux organisations, et en plus j'ai envie de filtrer juste sur les chaînes, et du coup je récupère mes données. En tant qu'utilisateur, à partir du moment où il y a les mappings, j'ai pas besoin de savoir qu'une ville utilise TreeType, l'autre utilise Species. J'ai juste besoin de savoir que les mappings existent et que les données sont sémantisées, et je peux juste dire bah, je veux tous les chaînes du cours. Donc c'est vraiment l'objectif de la sémantique, c'est celui-là, c'est de simplifier la vie aux gens. Les gens ne veulent pas se mettre d'accord par rapport à leurs données en propre, ils gardent leurs données, pas de stress là-dessus. Il suffit juste de se mettre d'accord sur, il y a des ontologies qui existent pour décrire ce que c'est un arbre et ce que c'est une espèce d'arbre. Du coup, on va réutiliser cette ontologie-là. Et juste en proposant un mapping, ça permet de faire, voilà, il y en a un qui a fait un premier mapping, l'autre fait un copier-coller et change juste le nom du champ. Et ça prend, encore une fois, la question c'est toujours le temps, les ressources et la connaissance. Là, il y a un copier-coller à faire, une petite adaptation de mapping, et tout le monde peut utiliser les données proprement. Ça c'est un autre exemple, c'est celui de Airbnb. Ce qui est cool, donc ça pareil plus pour le côté avancé, c'est que ça permet de directement dans le mapping, on peut déréférencer ces URI. Donc ce que ça veut dire, c'est dans mon graphe de données, chaque nœud, chaque objet va pouvoir avoir sa propre URL. Et là, ce qu'on voit, c'est que comme on définit soi-même l'URL, on peut directement relier au site Airbnb. Du coup, on contribue aux données liées, on contribue au graphe mondial de données Open Data en faisant les choses bien, finalement. Un autre truc pas mal, c'est que à partir du moment où on décrit ce qu'il y a dans les données et qu'on utilise des concepts, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ces concepts-là aussi au niveau de la vue catalogue. Et par exemple, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filtré le catalogue Open Data d'ODS. Donc on a un certain nombre de jeux de données déjà sémantisés dans la plateforme. Je ne sais plus combien c'est aujourd'hui. Benji, on a combien aujourd'hui? Une trentaine de jeux de données, une vingtaine de jeux de données? 43, je crois. 43. Donc ça grossit tous les jours, donc avec des clients Open Data Soft qui sémantisent leurs données et du coup elles sont disponibles en Open Data sémantisées pour tout le monde. Et ça veut dire que dans le catalogue, je peux directement filtrer par classe, par attribut. Je veux tous les jeux de données. Vous êtes habitués à la vue à gauche, la vue filtre à gauche qui permet de filtrer les jeux de données géographiques ou les jeux de données en anglais par exemple. Là, vous allez pouvoir en plus filtrer pour tous les jeux de données qui concernent des business entities. Et du coup, c'est aussi ça que ça permet, c'est une compréhension beaucoup plus fine de ce qu'il y a à l'intérieur des données. Et du coup, on rejoint le côté découvrabilité des données. Je cherche toutes les données. Voilà, ça se combine aux autres filtres Open Data Soft qui concernent tel territoire et qui ont des business entities. Et ça me permet de filtrer sur ce catalogue. Un dernier truc cool qui est possible, c'est qu'à partir du moment où on utilise les mêmes ontologies que tout le monde, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des liens entre les données d'Open Data Soft et tout le reste du graphe de données, tout le reste du Link Data mondial, et du coup générer des données
à partir d'un jeu de données Open Data Soft, de la base des DBpedia, je fais un lien, par exemple, là c'est l'exemple de, je reprends l'exemple des arbres de tout à l'heure, j'ai récupéré la liste des chaînes de telle région, je veux en plus récupérer la photo de ces chaînes à partir de la base DBpedia, je fais une requête qui mélange les deux, c'est les mêmes concepts derrière, c'est la même façon de décrire les données, tout le monde s'est mis d'accord et ça permet d'aller vachement plus loin dans tout ce qu'on peut faire avec les données, quoi. Donc, pour l'instant, ça passe par des requêtes écrites à la main, etc. Vous imaginez bien que derrière, dans le processus de démocratisation et de simplification des outils qu'on essaie de mener côté ODS, l'idée c'est qu'à terme, ce côté lien avec les autres bases, etc., il puisse se faire nativement au sein de la plateforme, etc. En tout cas, c'est clairement les choses qu'on imagine. À ce propos, what's next? Donc c'est évidemment le côté pouvoir, le fait de sémantiser les données et du coup d'avoir une compréhension beaucoup plus précise de ce qu'il y a à l'intérieur des données, ça va nous permettre, nous, de développer des features beaucoup plus intéressantes, hyper performantes, notamment pour suggérer un enrichissement, suggérer des liens avec d'autres référentiels, voilà, on va pouvoir permettre dans un dashboard, je vois que vous utilisez des données, des arbres de telle région, etc. Est-ce que vous ne voulez pas récupérer en plus l'historique de température, parce qu'on sait que ça, via telle ontologie, tel lien avec telle donnée, c'est vraiment ça que ça permet derrière, c'est d'aller beaucoup plus loin dans l'enrichissement, dans le croisement et dans le fait d'apporter la bonne information à la bonne personne au bon moment. On va évidemment, donc, vous avez aperçu le Semantic Bot, il est déjà disponible en ligne, il est déjà utilisé. On travaille dessus tous les jours, on est en train de refaire une grosse refonte là, pour le coup de UI dessus. Donc le moteur d'utilisation des ontologies, ça reste le même, mais on est en train de repenser toute la UI et ça va arriver dans les jours qui viennent. Évidemment que tout ce workflow là de sémantisation d'un jeu de données Open Data Soft, il va évoluer dans tous les sens dans les années à venir. Pour le coup, je pense qu'on est un peu en avance par rapport à tous les autres outils du marché. On a choisi une approche qui correspond bien à l'ADN de la boîte, de démocratiser et de simplifier au maximum l'usage de la donnée. Mais ça se fera évidemment avec des tonnes de feedback, des tonnes d'allers-retours avec un usage réel. Et on a clairement prévu de travailler à long terme sur comment on améliore ce processus-là de sémantisation des jeux de données. Et enfin, le Link Data Network, c'est-à-dire que plus on va avoir des données sémantisées dans la plateforme, plus on va pouvoir les mettre en valeur, plus ce que je vous montrais sur le côté, on va pouvoir faire rechercher dans un catalogue tous les jeux de données qui ont des business entities, tous les jeux de données qui ont des chaînes à l'intérieur, tous les jeux de données, enfin, voilà, on va pouvoir, en termes de catalogage et d'exposition des données, faire des choses hyper sympas. Et c'est à peu près tout pour moi, et je prends évidemment toutes vos questions, j'essaie d'y répondre. Ouais. Donc vous vous basez sur des ontologies existantes, ouais. Faire le mapping, mais et surtout on ne réinvente pas la roue, on n'en fait pas de nouvelles, surtout pas pour les concepts qui sont déjà sémantisés dans les ontologies existantes. Ouais. Maintenant, les ontologies elles-mêmes, ailleurs, il y en a qui se créent, et éventuellement même qui se créent pour des concepts qui n'étaient pas sémantisés. Ouais. Comment vous assurez le suivi? Comment vous positionnez par rapport à l'efflorescence des ontologies? Alors pour le coup, on ne le fait pas nous-mêmes, tout simplement. Donc il y a une base qui s'appelle Linked Open Vocabularies, qui fait ce travail de recensement de toutes les ontologies existantes, et en plus donne l'information de l'usage de ces ontologies. Et c'est sur ça qu'on se base, nous, quand on dit qu'on propose l'ontologie la plus populaire. On va avoir un nombre de réutilisations, d'appels faits, ce genre de choses dont on va se servir pour proposer la plus populaire. Donc eux font ce travail de référencement et de mise à disposition. Donc, on se base totalement sur ce travail-là, qui est un travail open source. C'est la capture d'écran que je vous ai montré. Et on leur fait confiance. Après, si on en manque, etc., on sera pour le coup ravis d'utiliser d'autres sources pour faire le lien. C'est un bon sujet. Et après, donc, effectivement, voilà, un univers très très large. On n'a pas du tout envie d'encourager les gens à créer leur propre ontologie
sans savoir si les concepts qu'ils essayent de décrire ont déjà été sémantisés ou pas. Par contre, on n'a aucun doute sur le fait qu'il y a des fois, il n'y a pas d'autre choix que de créer sa propre ontologie quand on est dans un truc extrêmement précis, métier, et que c'est juste un travail qui n'a pas encore été fait. Ça, on n'a aucun doute sur le fait que ça existe, ce genre de cas. Et du coup, se posera la question à ce moment-là de est-ce qu'on permet de hoster nous-mêmes une ontologie ou pas, etc. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Vraiment. C'est facile de croire que ça n'existe pas. Voilà. On préfère encourager en mode vous voulez pas chercher Probablement ça a déjà été, il y a je sais pas combien de milliers d'ontologies qui existent. Probablement que ça a déjà été fait effectivement. La question? Ouais. Est-ce qu'il est prévu que finalement le moteur l'ontologie soit intégré sur le code Datasoft directement? Pourquoi l'avoir mis sur une plateforme séparée? Le chatbot est distinct. Et... on l'a mis sur une plateforme séparée. La première raison, c'est pour pouvoir itérer beaucoup plus vite dessus et du coup se simplifier la vie dans ce voilà, ça démarre en fait, etc. Comme je disais, qu'un jour il soit directement intégré dans le. Je suis dans mon propre jeu de données, j'ai un petit bouton sémantiser mes données au niveau des métadonnées et l'avoir directement là dans une modale, etc. Oui, c'est clairement envisageable. Notamment, c'est quand on importe un jeu de données, après il y a un onglet description, information. Sur lequel on peut renommer les champs, donner des alias pour les noms des champs. Quelque part, aussi, s'il y avait des propositions de renommage. C'est clairement l'idée. C'est probable que ça arrivera un jour. Comme c'était dans les webnext, le côté built-in dans la plateforme, une intégration beaucoup plus forte. Je me manque ces connectés, mais maintenant, ces suggestions de renommage, ça pourrait éviter de rajouter la diversité à la diversité. Yes. Ouais. Dans les slides, là, j'ai été surpris de voir DBpedia et pas Wikidata, et ni OpenStreetMap, en fait, qui est un fournisseur de sémantique aussi important. D'accord. C'était juste pour... C'est-à-dire que DBpedia n'a pas d'avantage forcément sur Wikidata. Non, c'est deux exemples. Benji, je ne sais pas si tu veux élaborer sur la différence entre les deux. Alors, il y a des différences, mais non, il n'y a pas de... On n'a pas de préférence. On peut utiliser Wikidata. D'accord. D'ailleurs, on l'a utilisé déjà. Non, moi, je suis plus Wikidata que Il n'y a DBpedia. aucun souci. D'ailleurs, en termes de nombre de données, oui, on peut utiliser Wikidata pour les contributeurs et tout. Le semantic bot, il a pour vocation d'être uniquement utilisé pour des administrateurs de jeux de données. Est-ce qu'il aura... Pour l'instant, pas du tout. Il est disponible pour tout le monde et on peut utiliser dedans tous les jeux de données du réseau OpenDataSoft public. Toutes les données qui sont en open data sont directement utilisables par n'importe qui sur le bot. Dès aujourd'hui. C'est un widget particulier qu'on rajoute sur le site. C'est un service annexe qui a une autre URL, donc chatbot.datasoft.com, qui permet de sémantiser. Par contre, le fait de rajouter le mapping aux métadonnées et de publier le jeu de données avec ce mapping-là, évidemment, c'est pour les admins. D'accord, donc c'est directement dans... Là, c'est directement dans l'interface classique de la plateforme. Ouais. Le DB3C propose en recommandation le DataCap, le D4, qui permet en fait de sémantiser en fait, les métadonnées d'un dataset, qui permettra après des utilisateurs qui Datasoft, les développeurs Datasoft qui déjà utilisé pour importer les datasets produits par Datasoft. Ouais. Je ne suis pas client, je n'utilise pas OpenDataSoft, mais est-ce que vous pensez à intégrer peut-être que ce n'est pas encore un standard, mais... Alors, je ne sais pas si on peut parler de standard parce que chaque pays a sa version des gars. Oui, mais alors du coup, là pour répondre à votre question, on l'intègre déjà. Pour le coup, nativement dans les métadonnées qu'on propose, il y a les métadonnées des cas. Je ne sais pas si était dans l'exemple là. Je sais pas si dans les... Non, je ne l'ai pas ici.
Mais sinon, on les propose déjà directement dans la plateforme, en fait, les métadonnées D4. Et c'est un standard, mais chaque pays a sa propre interprétation du standard, on va dire. Et si je me permets, en fait, je reviens sur la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que vous avez ça, en fait, vous séparez de la plateforme de Open Data de produits Open Data Soft, en fait, les clients de Microsoft partagent leurs données sémantiques via cette plateforme séparée du produit elle-même. C'est quoi l'objectif derrière ? On a vraiment la plateforme de publication de données. La publication des données liées se fait à travers cette même plateforme. On ne sépare pas du tout. La seule partie que pour l'instant on a séparée, c'est l'outil qui aide à la création du mapping. Et qui du coup, sur lequel on itère assez vite, on change régulièrement la façon dont il fonctionne. Par contre, derrière, la publication elle-même, l'interrogation des données de façon sémantique se fait via la même API, au sein de la plateforme. Il n'y a pas de duplication de données, c'est vraiment le même jeu de données, on rajoute le mapping dessus et derrière on peut l'utiliser sémantiquement sans problème. Ouais. Bonjour, je vous remercie, c'est très intéressant. Je voulais savoir si vous avez déjà des retours des utilisateurs. Est-ce que vous avez des statistiques de consultation comme ça? Ouais, alors, consultation, j'ai pas les statistiques pour le coup, on n'a pas trop regardé. Par contre, on a pas mal on a 3 ou 4 clients qui ont déjà commencé à sémantiser leurs données en utilisant le Semantic Bot. Donc on a parmi les 43 jeux de données disponibles dans le réseau déjà sémantisés, il y en a une grosse partie qui viennent d'utilisateurs, de clients qui découvrent le bot. Oui, je vais formuler ma question, pas les utilisateurs de l'outil, okay. Mais les utilisateurs des données elles-mêmes, liées. Mais une fois que les données sont liées, qui les utilise? Honnêtement, je ne sais pas aujourd'hui. Je ne sais pas. Je sais pas. Les gens qui font des... Il y a combien de personnes dans la salle qui faisaient des requêtes SPARQL? Voilà, c'était ça la question. Ouais, on n'a pas de retour, même de vos clients qui les sémantisent, ils n'ont pas fait de retour sur leurs utilisateurs. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance sur l'usage de données sémantisées. Donc nous, on l'a utilisé un petit peu. Notre hypothèse, c'est que c'est possible. Donc, il y a toujours, c'est un cas assez classique de typiquement une ville. Je vais mettre à disposition des données sémantiques des données pour tous mes citoyens. Je sais que parmi mes citoyens, il va y avoir des gens qui vont préférer faire des requêtes sémantiques. Et du coup, ils ont cette feature-là et ça existe et c'est possible dans la data. Après, comme je disais, dans la philosophie du truc, écrire une requête SPARQL, même après avoir passé un certain nombre d'années dans la sémantique, c'est un challenge, c'est compliqué, quoi. C'est une logique particulière, c'est beaucoup de boulot. Donc nous, notre idée derrière, c'est plutôt, une fois que les données sont sémantisées et qu'on permet de facilement faire cette sémantisation, comment nous, on va permettre tous les avantages des données liées grâce à cette sémantisation qui a été faite sans que l'utilisateur n'ait à connaître SPARQL, etc. C'est plutôt ça qu'on essaye de faire. Et notamment, je veux sémantiser mes données pour les enrichir grâce à Wikidata. Comment, en fait, grâce à OpenDataSoft, je peux le faire sans avoir à me poser la question de concrètement, quelle requête je dois écrire directement. C'est plutôt là-dessus qu'on travaille. Sous forme d'une interface au-dessus de SPARQL ou quelque chose comme ça? Potentiellement. C'est à définir. Ouais. Merci pour la présentation. À titre, les entreprises, certaines entreprises spécialisées, comme vous dites, elles ont une partie de données parfaitement partagées déjà, qu'elles ne savent pas. Une partie de données qui sont exclusives. Quand je travaille dans le monde de la finance, il y a une partie des données qui... la question quand je vous ai écouté, je me suis dit que, est-ce qu'il y a une notion un peu de... Par le mapping que vous faites, on voit apparaître, même si vous ne l'avez jamais dit, on voit apparaître un pivot potentiel qui pourrait être, à vous, une correspondance, pas dans l'intitulé, mais dans le sens. Si vous distinguez bien l'intitulé du sens. Vous n'avez pas parlé de l'usage, ce qui peut être délicat. Mais parce que surtout quand on note du sens et qu'on met de l'usage, par exemple un marteau, c'est pas un outil. Ça peut être une arme, donc ok. Donc vous avez bien distingué. Est-ce que vous envisagez éventuellement, pour aider un industriel, dans la sémantisation de ses propres données? Parce que le travail, il est aussi en interne. Dès que vous avez une quantité de données, même si, au sein du partage en quantité, est-ce que vous envisagez de faire bénéficier de l'expérience que vous avez du mapping et donc de ce modèle pivot, sans le nommer,
pour accélérer la sémantisation de données auxquelles vous voyez. Ouais. Si vous l'envisagez, on peut recycler. Alors clairement on l'envisage, clairement on a des idées autour de ça. Parce que quand même ce qu'on récupère là aujourd'hui, c'est donc on a commencé à mettre les données en open data, pour le coup les données de sémantisation d'open data, donc de faire le lien entre des données et des données sémantisées. C'est-à-dire nous on avait en entrée un certain nombre de caractéristiques d'un jeu donné, a été choisi par l'utilisateur telle ontologie. Et du coup, là, il y a plus que du sens, il y a de l'intelligence, etc. Et du coup, comment derrière, on peut imaginer du machine learning, un passage à l'échelle beaucoup plus important, et du coup, faire profiter à tout le monde de toute la connaissance qui a déjà été faite à travers le semantic web. Ça, c'est pour les données qu'on pourrait dire partageables au-delà de l'entreprise. C'est plus efficace. Mais au sein de l'entreprise, ça serait fait aussi. Bah ouais. Parce qu'il y a au sein de l'entreprise une même donnée et les sémantiques. Enfin, même si elle n'est jamais sémantisée, le fait est qu'on ne le fait pas. Ouais. Potentiellement, si on le faisait, ça nous permettrait de mieux calibrer nos reporting, etc., puisqu'on savait beaucoup mieux ce qu'on parle. Il y en a déjà une quantité énorme. Un client, il y a 50 façons de décrire un client. C'est aussi bête que ça, suivant le risque, suivant la vie. Et donc, est-ce que vous pourriez nous aider, par l'expérience que vous avez de la sémantisation de données publiques, on les appelle comme ça, et partager au sein public du terme, pour nous aider à sémantiser dans une démarche de retour d'expérience, petit à petit, en leur main, évidemment, de manière à ce que on oublie l'intitulé, parce qu'on n'arrivera jamais à mettre les gens d'accord sur l'intitulé, et qu'on se recentre sur le sens de la cloche, sans le faire porter par l'usage. Si on fait porter de l'usage dans le sens, ça va être compliqué. On peut en parler? Carrément. Ouais, c'est bon. Avec plaisir. Non, mais c'est... Nous, encore une fois, on a toujours travaillé sur tout le spectre des données, donc des données totalement ouvertes et disponibles à tout le monde, jusque données juste partageables au sein d'une équipe dans une entreprise. Les sujets derrière de se mettre d'accord sur les concepts, donner du sens et donner l'accès aux bonnes personnes, ça reste les mêmes, peu importe le positionnement sur le spectre, donc évidemment tout nous intéresse là-dessus. Est-ce que, dernière question, je vous ai bon, je suis très pertinent sur le fait de habiller, masquer, interpréter, je m'en fous. Quelque chose qui rende utilisable la donnée sans passer par un langage trop complexe. Donc, il faut le faire de la bonne façon. Donc ça, vous êtes en train de travailler. D'accord? Ça va être très intéressé. La deuxième chose, il y a une dimension parfois très technologique derrière, c'est l'implémentation. Est-ce que vous avez vu des gens comme Marc Logic et des gens comme ça, qui sont très proches de l'implémentation d'eux dans des environnements où c'est des choses que vous ne voyez pas encore, que vous n'avez pas l'intention? Je ne vois pas encore. D'accord. Non. Peut-être un jour. Peut-être. Est-ce que quand on moissonne des données sémantisées, elles sont également sémantisées sur notre plateforme? C'est-à-dire moissonner des sémantisées? Si elle a l'onglet, si le producteur de la source a bien renseigné. Donc si on fédère un jeu donné sur un autre... Si je fédère ce jeu... Ouais, c'est une méthode donnée comme une autre. C'est une méthode qui est importée également. Yes. D'accord. Et qui est overridable comme méthode. D'accord. C'est vraiment une métadonnée parmi d'autres. D'accord. Yes. Comment ça se concrétiserait via l'API? Alors aujourd'hui dans l'API, en fait on a un endpoint TPF. TPF s'appelle Triple Pattern Fragment, qui permet de faire des requêtes sur des graphes de données. Donc en fait, la façon dont ça fonctionne pour parler un petit peu mécanique derrière, c'est donc les données sont stockées comme avant, il y a aucun changement là-dessus, c'est la même API. Et le point d'entrée de l'API TPF, il va à la volée utiliser le mapping pour sémantiser les données au moment de l'export ou de l'utilisation par l'utilisateur. Donc déjà aujourd'hui dans l'API, il y a un point d'entrée qui, à la volée, sémantise les données en prenant les données et le mapping, en disant tel champ c'est telle ontologie. Et du coup, au moment où j'exporte record par record, je crée les triples. Ouais. Comment on peut avoir les données qui seraient
Donc par exemple des données qui seraient ailleurs dans le graphe de données. Comment on pourrait atteindre ce qui est au-dessus. Si on est dans une hôtel, cette table de vie donc là pour le coup, en utilisant les données du mapping lui-même, pour le coup c'est en parcourant le graphe lui-même. Voilà, en disant qu'est-ce que j'ai dans les données. Ah, ça parle effectivement de localisation, donc on est dans une ville et du coup je récupère le graphe au-dessus. D'autres questions? Je pourrais filtrer les données sémantiques. Ouais. Comme je peux donner, les données. Ça pour le coup c'est déjà possible aujourd'hui. Typiquement aujourd'hui, donc on a sur data.data.com les classes et les propriétés donc qui viennent de la sémantique. Filtrer les jeux de données sémantiques, c'est récupérer les jeux de données qui ont des classes ou des propriétés. D'autres questions? Sachant qu'on est là toute la journée pour discuter de tous ces sujets-là, avec plaisir.